On va donc passer au dossier 2. Donc, Madame D, 92 ans, est hospitalisée depuis plusieurs jours en moyen séjour d'une structure gériatrique pour reprise d'autonomie suite à la pose d'une prothèse totale de hanche pour fracture du col Garden 3 suite à une chute mécanique au domicile. La patiente a dû être reprise au bloc opératoire à J10 pour infection du site opératoire et a été traitée par antibiothérapie pendant 45 jours. Les suites sont marquées par une anorexie majeure avec refus alimentaire total ayant entraîné une dénutrition sévère. Elle pèse 40 kg à l'arrivée. Son principal antécédent, c'est un engorge d'effort traité médicalement depuis plusieurs années. Il y a 3 jours, elle s'est plainte d'une douleur thoracique pendant la toilette, alors qu'habituellement, elle ne présente des douleurs qu'à la marche prolongée. Les douleurs sont résolutives après 2 bouffées de Natispray. Quelles sont les principales causes d'anorexie du sujet âgé ? Comment traiter la dénutrition à l'hôpital sur 10 points ? Quelles sont les conséquences de la dénutrition chez le sujet âgé sur 15 points ? Question 4. Vous récupérez un premier bilan qui montre une hémoglobine à 8,5 g par décilitre et un VGM à 92. Avant la chirurgie, son hémoglobine était à 10,5 et son VGM à 91. D'après les données de l'énoncé, quelles sont les causes possibles de cette anémie ? Faut-il transfuser la patiente sur 10 points ? Quel bilan de première intention demandez-vous pour cette anémie sur 10 points ? L'état de la patiente se dégrade progressivement, vous n'arrivez pas à lui faire reprendre l'alimentation ni la marche. Des escarres apparaissent qui sont douloureux lors des soins. Après bilan de l'anémie, vous vous orientez vers une myélodysplasie sous-jacente et lors de l'hospitalisation, vous voyez des blastes apparaître sur la NFS. Après concertation avec les hématologues, vous diagnostiquez une acutisation de sa myélodysplasie. Il n'y a malheureusement pas de traitement curatif à lui proposer et vous vous orientez vers des soins palliatifs. Question 7. Après bilan cognitif et psychologique, vous évaluez que la patiente est capable de comprendre sa situation médicale. Comment lui annoncez-vous le diagnostic sur 10 points ? Quelles sont les caractéristiques des soins palliatifs sur 15 points ? Alors, la correction. Les principales causes d'anorexie du sujet âgé. Donc, il y en a plusieurs, certaines qui sont spécifiques du vieux, mais il y a l'ulcère, l'œsophagite, qui peuvent donner des anorexies, que ce soit chez le vieux ou chez le jeune. Il y a le fécalome, qu'il ne faut pas oublier, comme d'habitude. La mycose oropharyngée, situation très fréquente chez le sujet âgé, qui donne des modifications du goût et des anorexies. Et je vous rappelle que si en plus vous avez une mycose œsophagienne, vous avez des dysphagies. Alors, la iatrogénie, il y a beaucoup de médicaments qui modifient le goût et qui coupent l'appétit chez le sujet âgé. Tout ce qui est d'expression, ça c'est pas spécifique. La douleur, ça coupe l'appétit. Après, les prothèses mal adaptées, ça arrive très fréquemment. Essayez de manger avec votre dentier qui tombe, déjà c'est quand même pas très pratique. En plus, il y a souvent un cercle vicieux qui se fait. Ils sont anorexiques pour une autre étiologie, ils se dénutrissent, et il faut savoir que quand on se dénutrit, on maigrit, et on maigrit aussi des gencives. Donc, ils perdent leur appareil, donc leurs prothèses sont plus adaptées, donc ils ont encore de plus de mal à manger, donc ils se dénutrissent encore plus. Après, il y a tout ce qui est infection et néoplasie qui donne des anorexies, mais ça c'est classique. Alors, comment on traite la dénutrition à l'hôpital ? Déjà, le traitement symptomatique. Il faut commencer par faire un bilan nutritionnel. Donc, il faut évaluer les apports et les besoins. C'est une prise en charge qui est multidisciplinaire, un mot-clé qu'on aime bien en gériatrie, le multidisciplinaire. Il faut vérifier les prothèses dentaires pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour qu'ils soient capables de mâcher ce que vous allez leur apporter. Vous pouvez utiliser tout ce qui est supplément hypercalorique, hyperprotidique. Mais bon, c'est souvent assez dégueulasse, il faut pas se le cacher. Il faut fractionner les repas, ça c'est très important. Les sujets âgés aiment bien manger en petite quantité, donc il faut essayer de leur apporter en petite quantité pour pas les effrayer, parce que quand ils ont des grosses assiettes, tout de suite ils se bloquent. En petite quantité, plus souvent. Il faut adapter les textures et éviter le moulinet systématiquement pour tout le monde.
Le moulinet, c'est quand même pas bien fun. Je sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. Il y a un gros tas marron, un gros tas vert, et c'est votre steak haché et vos haricots verts qui sont tout moulinés. Ça donne quand même pas bien envie quand c'est comme ça tous les jours. La kinésithérapie, c'est pour lutter contre la sédentarité, c'est pour les faire bouger, pour essayer de leur donner faim. Il faut essayer de favoriser la présence familiale pendant les repas quand c'est possible. En tout cas, essayer de socialiser le repas, d'avoir une salle à manger où vous pouvez faire manger les patients ensemble. Il faut essayer d'arrêter les médicaments anorexigènes dans la mesure du possible. Traiter les douleurs. Et puis, faire le traitement étiologique de votre anorexie. Alors, les conséquences de la dénutrition chez le sujet âgé, les conséquences de la dénutrition sont dramatiques. La dénutrition, ça tue. Vous avez une augmentation de la morbimortalité qui est majeure. Souvent, par infection, la dénutrition, ça donne une baisse des défenses immunitaires et les patients dénutris meurent souvent de pneumopathie. Ça donne des défauts de cicatrisation, donc tout ce qui est escarres et plaies cutanées, ça ne cicatrise plus. Ça peut aller jusqu'à une altération des fonctions cognitives. Après, hypothermie, hypoglycémie, ça donne aussi une amyotrophie et donc une perte d'autonomie. Après, il y a tout ce qui est carence vitaminique. Vous pouvez avoir des hypokaliémies par carence d'apport et il faut savoir les prévenir et les prendre en charge. Parce que l'hypokaliémie chez le petit vieux, c'est le passage en ACFA assuré. Donc à vos vieux qui ne se nourrissent plus, il faut leur apporter du potassium, soit par voie orale, soit par voie IV. Après, vous avez les carences en vitamine B1 qui donnent des pathologies de type Gaillet-Wernicke qui sont quand même pas très fréquentes. Vous avez par contre tout ce qui est carence en folate et en vitamine B12. Ça, c'est très fréquent. La carence en folate, ça arrive très rapidement. La carence en B12 d'apport, ça existe, contrairement à ce qu'on vous dit, ça existe, mais seulement après plusieurs années de carence d'apport, parce qu'on a des réserves en B12 très importantes dans le foie. Mais chez un petit vieux qui a pas mangé, ou qui a mal mangé en tout cas depuis plusieurs années, la carence en vitamine B12, ça arrive. Donc, les carences en B12 folate, ça donne des pancytopénies, ça donne des troubles cognitifs. Je vous rappelle que dans le bilan de démence, on demande les folates B12. Et ça donne aussi des troubles neurologiques. Après, vous avez tout ce qui est carence en calcium et vitamine D. Et ça donne tout ce qui est ostéoporose et son risque fracturaire. Alors, question 4. Vous récupérez un premier bilan qui montre une hémoglobine à 8,5 et un VGM à 92, donc une anémie normocytaire. Avant la chirurgie, son hémoglobine était à 10,5 et son VGM à 91, donc elle avait déjà une anémie normocytaire mais qui s'est majorée depuis la chirurgie. D'après les données de l'énoncé, quelles sont les étiologies possibles de cette anémie ? Alors, il faut retenir que l'anémie du sujet âgé est multifactorielle. Et c'est pas parce que vous avez un VGM normal qu'il faut pas rechercher et les étiologies microcytaires et les étiologies macrocytaires. Il y a souvent un mélange de plusieurs étiologies. Et au final, ça vous donne un VGM normal. Donc cette petite dame, elle a une majoration d'une anémie qui préexistait à la chirurgie. Donc cette majoration, on peut y trouver plusieurs causes. Déjà, une carence martiale, par carence d'apport, tout bêtement, elle ne mange plus. Ou les saignements pendant la chirurgie. Je vous rappelle que la chirurgie de la hanche, ça saigne beaucoup et qu'elle a été reprise au bloc 2 fois. Après, il y a tout ce qui est donc carence en folate d'apport qui arrive rapidement, comme on l'a vu. Et il y a le syndrome inflammatoire chronique, c'est une dame qui a fait une infection surmatérielle, qui a donc eu un syndrome inflammatoire chronique. Alors l'anémie avant la chirurgie, comme étiologie, donc toujours pareil, ça va être très probablement multifactoriel. On peut retenir toutes celles qu'on vient de citer, c'est-à-dire la carence martiale, la carence en folate, un syndrome inflammatoire chronique.
Vous pouvez aussi retrouver donc la carence en vitamine B12, on a vu que ça apparaissait, mais après une évolution plus longue. Il y a l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, ça donne des anémies normocytaires arégénératives. Il y a l'insuffisance rénale chronique, pareil, ça donne des anémies normocytaires arégénératives. Et après, vous avez tout ce qui est myélodysplasie. Alors, question 10, faut-il transfuser la patiente? C'est le genre de question que vous aimez pas parce que c'est souvent pas très clair ce qu'on vous raconte. Là, en l'occurrence, c'était oui. Et même plusieurs fois oui, il faut absolument la transfuser, cette dame. Au passage, quand on vous pose une question où il faut répondre par oui ou non, il suffit pas de donner votre réponse, il faut à tout prix que le mot oui ou que le mot non apparaisse. C'est souvent là que sont les points. Donc, cette dame, il faut la transfuser. L'objectif, c'est plus de 10 grammes par décilitre. Je vous dis que la petite dame, elle a un antécédent d'engorde d'effort. Donc, elle a les coronaires pourris. Et qu'elle a fait une douleur thoracique récente pour un effort beaucoup moins important qu'à l'habituel. Elle a donc très probablement une mauvaise tolérance coronaire de son anémie. Il faut absolument la transfuser avant qu'elle vous fasse l'infarctus dans le service. Alors, sinon, sorti de ce cadre, le sujet jeune, le seuil transfusionnel en dehors d'une mauvaise tolérance, il est aux alentours de 7 grammes par décilitre. Chez le sujet âgé, qui a des antécédents cardiovasculaires, vraiment 10 grammes par décilitre, c'est plus confortable. Là, de toute façon, c'était très clair qu'il fallait la transfuser. Et dans la pratique, un sujet âgé qui a des antécédents cardiovasculaires, même sans qu'il y ait de notion d'insuffisance coronarienne, mais chez un sujet âgé dont on sait qu'il fait des décompensations cardiaques itératives, pareil, l'objectif, 10 grammes par décilitre. Alors, question 6. Quel bilan de première intention demandez-vous pour cette anémie? Donc, vous allez commencer par un bilan étiologique. Donc, vous avez une anémie normocytaire, vous demandez les réticulocytes pour savoir si ça régénère ou si ça régénère pas, en sachant que même dans les étiologies régénératives, la moitié des sujets âgés régénèrent très peu, et c'est assez peu souvent qu'on a des réticulocytes supérieurs à 100 000. Vous demandez un bilan martial, vitamine B12 et folate, une CRP pour le syndrome inflammatoire chronique, la créate pour l'insuffisance rénale chronique, la TSH pour rechercher une hypothyroïdie. Et puis vous allez demander un bilan très pré-transfusionnel. On a dit qu'on allait les transfuser, donc c'est RAI, groupe Rhésus. Les sérologies sont plus obligatoires maintenant depuis quelques temps dans le bilan pré-transfusionnel. Voilà, donc après bilan de l'anémie, vous vous orientez vers une myélodysplasie sous-jacente. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, le bilan qu'on a vu, c'était vraiment un bilan de première intention. Vous commencez par ça. Et si vous n'avez pas d'autres étiologies, et en fonction du contexte, c'est-à-dire si c'est une dame chez qui ça pourra avoir des implications pour le traitement, si vous n'avez pas d'autres explications après votre bilan de première intention à l'anémie, vous pouvez faire une ponction sternale à la recherche d'une myélodysplasie. Là, c'est ce qui se passe. Vous pensez que son anémie chronique, c'était lié à une myélodysplasie. Et lors de l'hospitalisation, vous voyez des blastes apparaître sur la NFS, donc des formes jeunes. Et après concertation avec les hématologues, vous diagnostiquez une acutisation de sa myélodysplasie. Il n'y a malheureusement pas de traitement curatif à lui proposer et vous vous orientez vers des soins palliatifs. L'état de la patiente se dégrade progressivement, vous n'arrivez pas à lui faire reprendre l'alimentation ni la marche, des escarres apparaissent qui sont douloureux lors des soins. Après le bilan cognitif et psychologique, vous évaluez que la patiente est capable de comprendre sa situation médicale. Comment lui annoncez-vous le diagnostic? Donc la question de l'information du patient et de l'annonce du diagnostic, c'est vraiment des questions qu'on aime bien, qui sont très esprit nouvelle internat. Donc, les mots-clés, c'est en consultation ou dans une chambre, hein, c'est pas au passage dans le couloir. Il faut que votre langage soit simple et compréhensible. Il faut que votre patiente comprenne ce qui lui arrive et quelles vont être les implications. L'information doit être claire, loyale
et approprié. Alors ça, c'est vraiment les mots-clés de la question, il ne faut pas les rater. Clair, loyal et approprié. Donc vous essayez de lui annoncer de façon progressive. Qu'est-ce que ça veut dire annoncer le diagnostic de façon progressive? Ça veut dire commencer par lui demander ce qu'elle a compris de sa situation, ce qu'elle avait compris des examens complémentaires qu'on avait déjà réalisés et des conclusions que ça avait pu apporter. Et puis petit à petit, en fonction de ce qu'elle a compris, vous allez l'amener à comprendre que c'est une maladie grave et que vu son état, que vu son âge, on n'a malheureusement pas de traitement à lui proposer. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de lui proposer un projet thérapeutique générateur d'espoir. Dans le cadre soins palliatifs, c'est surtout assurer à la patiente qu'on va tout faire pour lui assurer un confort et qu'on va tout faire pour qu'elle ne souffre pas et pour que sa fin soit la plus douce possible. C'est vraiment très important, c'est la principale crainte des sujets qui sont dans ce genre de situation. Alors il faut être précis sur les événements immédiats pour qu'ils aient des points de fixation. C'est-à-dire, il faut qu'on leur dise vous verrez en consulte monsieur un tel temps, vous ferez tel examen temps, vous aurez quel traitement de temps. Il ne faut pas qu'ils se sentent perdus dans la nature, il faut que les choses soient très très claires. Après, donc, ça paraît évident, mais il faut faire du soutien psychologique à la patiente et à la famille. Il faut essayer de lui parler avec empathie. Empathie, ça veut dire qu'il faut essayer de ressentir ce que pourrait ressentir la patiente. Il faut l'écouter, c'est vraiment un moment où il faut prendre le temps. Il ne faut pas être pressé à l'annonce de genre de ce diagnostic. Il faut vraiment avoir du temps devant soi et il faut vraiment la laisser parler et lui laisser exprimer ses émotions. Il faut donc, le premier objectif, c'est assurer le confort du patient et il faut essayer de le revoir quelques heures après pour voir ce qu'il a compris et comment est-ce qu'il accuse le coup. De toute façon, il faut essayer de faire ce genre de diagnostic dans la matinée pour pouvoir revoir le patient après et éviter de le faire le soir parce que annoncer à quelqu'un à la nuit qui tombe qu'on n'a pas de projet thérapeutique pour lui et qu'il va bientôt mourir, c'est quand même l'assurance pour qu'il passe une très très mauvaise nuit. Voilà, alors quelles sont les caractéristiques des soins palliatifs? Donc les soins palliatifs, c'est des soins actifs. Actifs, c'est vraiment important. C'est pas parce qu'on n'a plus de traitement curatif à proposer qu'on n'a pas des choses à faire. Dans une approche globale de la personne en phase évoluée au terminal d'une pathologie potentiellement mortelle. Ils prennent en compte et visent à soulager les douleurs. C'est vraiment ça le plus important, c'est soulager les douleurs et s'assurer que le patient soit confortable. Donc les douleurs physiques ainsi que la souffrance psychologique, morale et spirituelle. Les soins palliatifs, c'est vraiment un espace où on prend en charge dans sa globalité le patient, que ce soit sa douleur physique, que ce soit son ressenti émotionnel, que ce soit sa souffrance éventuellement spirituelle. Les soins palliatifs ne hâtent ni ne retardent le décès. On ne s'acharne pas à maintenir en vie un patient. On ne hâte pas non plus sa fin. Vraiment, on fait tout pour que ça se passe dans des conditions les plus calmes et les plus paisibles possibles. Quand on dit à des patients qui vont passer en soins palliatifs, souvent ils pensent à euthanasie. Je vous rappelle que l'euthanasie, c'est encore complètement interdit par la loi, même si les débats sont en train de sortir et qu'il y aura sûrement des projets de loi bientôt. Donc les buts, comme on l'a vu, c'est de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'à la mort. Et ils sont multidisciplinaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire intervenir plusieurs spécialités différentes en fonction des pathologies. Donc les messages de ce cas clinique, c'est qu'en hématologie, il faut à tout prix avoir des arbres diagnostiques clairs, que pour l'anémie, il faut être capable de classer en cause microcytaire, cause macrocytaire régénérative, arégénérative, que l'anémie chez le sujet âgé est multifactorielle et qu'il faut de toute façon rechercher toutes les causes d'anémie. Le seuil transfusionnel chez le sujet âgé, donc on a vu quand ils ont des antécédents cardiovasculaires, en particulier tout ce qui est coronarien, c'est supérieur à 10 grammes par décilitre.
Et le dernier message, c'est que la dénutrition, ça tue. Vos sujets âgés, il faut vraiment leur faire un bilan nutritionnel. Quand vous les voyez arriver chez vous, il faut vous demander une albumine et une préalbumine. Et il faut le prendre en charge de façon active et de façon précoce. Je vais vous raconter la petite histoire d'une mamie, de cette mamie-là en l'occurrence, de qui est sorti le cas clinique. Donc c'était une petite grand-mère de 92 ans qui effectivement avait eu sa fracture du col du fémur après une chute, qui avait une infection du site opératoire et qui sortie de ça avait perdu complètement son autonomie et qui refusait de manger. On avait décidé en consultation avec la famille de lui poser une sonde de gastrostomie. Et juste avant la gastrostomie, on lui fait un bilan, donc on lui demande un bilan pré-op, tout bête. Et on se rend compte que cette petite mamie qui ne mangeait plus, elle était passée en hypernatrémie, donc elle s'était déshydratée. Elle était en hypocalémie par carence d'apport en potassium. Elle avait fait une pneumopathie qui était passée inaperçue parce que chez les sujets âgés, en plus des nutris, ils font très peu de symptômes. En l'occurrence, ils font souvent pas de fièvre et souvent ils toussent pas. Donc elle avait 20 000 blancs et 180 de CRP. Elle avait un TP à 40% avec une carence d'apport en vitamine K. Autant vous dire qu'elle n'a pas eu sa gastrostomie. Sur son hypocalémie, elle était passée en ACFA en plus, donc on se trouvait dans une situation très compliquée et elle a fini par malheureusement décéder de sa pneumopathie. Donc vraiment la dénutrition, ça tue chez le sujet âgé par infection. Il faut à tout prix le prendre en charge. Voilà, les soins palliatifs. Il y a une conférence de consensus qui est sortie en 2004, qui reprend les termes et les mots-clés que je viens de vous donner. Je pense que c'est vraiment important à connaître parce que c'est nouveau et parce que c'est très esprit nouvel internat. Pareil pour l'information du patient et l'annonce diagnostique.